Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique. On est de retour avec Monsieur Valentin T et Monsieur Simon Lee. Et ce soir, on va essayer de disséquer un petit peu certains jeux qui nous ont semblé pertinents pour un peu mieux illustrer notre propos. Donc, bien sûr, on ne peut pas parler de tous les jeux du parce qu'il y en a beaucoup trop. Cela dit, on va essayer de vraiment s'intéresser sur ces jeux en particulier, dans le général, qui nous ont plu. Et aussi parce que c'est des jeux qui font, on espère, des exemples assez parlants. On va faire ce qu'on peut pour essayer de vous montrer en quoi ils sont traditionnels, en quoi ils sont alternatifs. Et on espère que ça sera un petit peu plus clair à la fin de cet épisode. Mais, encore une fois, on ne garantit rien, ce n'est que notre humble avis. Donc, bonsoir messieurs. Hello. Salut. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que l'on attaque le vif du sujet ? Peut-être pour recontextualiser rapidement. La dernière fois, on a vraiment bien défini le jeu de rôle traditionnel. Et on n'a pas tellement parlé de jeu alternatif. Et là, c'est vraiment une exemplification pour montrer quelles vont être les différences avec le jeu traditionnel qui me permettent de dire que c'est donc du jeu alternatif. Donc, on a fait une petite select de jeux. Mais s'il y a des jeux pour lesquels les membres du chat ont envie de nous demander comment est-ce que nous, on les analyserait pour essayer de détecter qu'est-ce qui s'éloigne de la norme, c'est bien sûr un travail un peu à la louche. Moi, ça m'amuserait beaucoup, alors si je les connais, bien sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas à dropper les noms, et puis si on a le temps et l'envie, on pourra essayer de les disséquer, quoi. Je vous propose de commencer par Sombre de Johan Scipion. Qui nous propose de jouer la peur comme au cinéma. Donc Sombre, c'est un jeu d'horreur contemporain qui va mettre en scène des anti-héros qui essaient de survivre dans un monde particulièrement violent et hostile. Donc l'univers du jeu est celui des films d'horreur, donc ça va être particulièrement dur. Il y a des fous dangereux, des maniaques du découpage de viande humaine, des choses comme ça. Messieurs, en quoi Sombre est un jeu traditionnel et en quoi il ne l'est pas ? Alors, moi j'aime beaucoup ce jeu, notamment du point de vue analytique, parce que il ressemble beaucoup à un jeu traditionnel déjà de prime abord. Donc, dans le sens où on a la plupart du temps des scénarios, c'est du jeu d'horreur, donc on a, comme je disais, la résolution de problème qui est il y a quelqu'un qui veut nous découper et il faut qu'on arrive à s'en sortir. Il y a un meneur de jeu, plusieurs joueurs, et c'est à peu près donc avec le meneur de jeu qui a la responsabilité sur les décors et les joueurs qui ont la responsabilité sur leurs personnages. Donc là, on a vraiment la base du jeu traditionnel tel qu'on l'a défini. Mais il y a quelques éléments déjà qui commencent à s'en écarter. On avait parlé la dernière fois de quelque chose qui nous avait surpris parce qu'on n'y avait pas trop pensé, c'était le mode de publication. On avait évoqué déjà que c'est souvent des grosses équipes qui se chargent de la construction des jeux. Et là, dans Sombre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu avec un bonhomme derrière, donc Johan Scipion, qui est vraiment un homme orchestre, quoi. Il fait quasiment tout dans son jeu, sauf les illustrations. La mise en page, le playtest, il playtest à fond, et en fait, il a une vision d'auteur qui est très très claire. Ce qui lui permet de s'écarter en fait de la forme traditionnelle. Ça lui a été reproché d'ailleurs parfois, mais en tout cas il a sa vision d'auteur qui lui permet de s'éloigner de la norme, et en particulier dans le format, c'est-à-dire que c'est des fanzines, c'est-à-dire des livrets de je me rappelle plus combien, c'est une cinquantaine pages. de pages, 80 pages, 80 c'est pages ça. pour le premier, vu qu'il y a les règles, et ensuite les autres sont un peu plus courts. Un peu plus léger. Donc voilà, donc déjà le format, et en fait le jeu, donc il y a les règles de base qui sont dans le jeu, le numéro 1. Et ensuite tous les suppléments, et il y en a énormément, il y a des hors-séries, il y a plein de choses qui viennent comme ça étoffer le système, des scénarios en plus. Donc déjà rien que le mode de publication est très original et permet comme ça d'avoir des variantes, d'avoir du nouveau contenu et d'étendre comme ça, d'étoffer sans qu'on ait du A4, couleurs, plein d'illustrations, etc., etc., quoi. Donc déjà, c'est quelque chose qui, pour moi, le rend très alternatif, pour le coup. Je dirais aussi qu'il me semble qu'il se prête pas mal au hack, dans le sens où il y a pas mal d'autres auteurs qui ont fait des modules pour Sombre. Donc ça aussi, mine de rien, c'est
peut-être un des signes avant-coureurs de l'alternative, même si on peut dire que Donjons et Dragons reste un jeu extrêmement hackable. Ouais, tout à fait. Bah, le hack, l'extension de jeu, en fait, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est lié à l'alternative ou pas. Je crois que c'est assez consubstantiel au jeu de rôle en général, dans le sens où vraiment, autant en jeu vidéo il y a des modes, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir quand même comment dire, un bagage technique assez poussé pour pouvoir faire un mode de jeu vidéo. Tandis qu'en jeu de rôle, c'est vraiment une structure ludique qui est vraiment l'autoroute du hack, quoi. Et là, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est propre à l'alternatif ou au tradi, pour le coup. Tout le monde a sa campagne maison ou ses scénars maison. Enfin, je connais très peu de gens, voire zéro, qui prennent le matos officiel, font les donjons Pathfinder et point barre, quoi. Enfin, il y en a, mais c'est pour moi une minorité, en tout cas, de ce que j'ai autour de moi. On me demande dans le chat si du coup, le côté alternatif de Sombre se ressent lorsqu'on est du côté du joueur. Je pense qu'il y a déjà le système de jeu qui surprend vraiment. Donc c'est pas un système avec des caractéristiques, des compétences. Le jeu est ultra light. Vraiment, c'est ça pour moi c'est une des grosses originalités, dans le sens où on a un dé ou deux, enfin un dé 20, un dé 6, deux jauges, une jauge de corps, une jauge d'esprit. Et ça, comment dire, c'est très mortel, c'est très létal, et c'est vraiment pas fait pour te repêcher. C'est-à-dire que il y a de très fortes chances que le système tue ton personnage pendant une partie. Et ça, c'est une proposition de jeu qui, pour le coup, est très originale. Certes, c'est de la résolution de problèmes qui est échappée au... Ah, il peut y avoir du drama aussi, c'est plus rare, mais ça existe. Mais en tout cas, c'est une proposition de jeu qui, pour le coup, pour moi, est très originale. Donc, l'expérience de jeu et la dynamique de jeu, et moi, c'est la première fois que j'arrive à la table de jeu et on me dit, ouais, ce jeu, il est fait pour découper ton personnage. Alors, ça existe dans Cthulhu aussi, mais là, pour le coup, le système est très tranchant, quoi. Très axé là-dessus, jusqu'à la radicalité la plus totale. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup dans Sombre, en plus du format, c'est tous les articles de Johan qui décrivent un peu comment il fait sa tambouille, en fait. Comment il fait sa cuisine. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans les livres de règles, on va dire, du monde traditionnel. Assez peu dans l'alternatif aussi, où en fait, on te présente un univers des règles, et puis peut-être il y a une page de note d'intention. Alors que Johan est assez ouvert sur sa manière de créer, tu vois, de faire sa tambouille, et ça, je trouve ça assez remarquable pour le jeu. On va parler des jeux OSR en général, et cette fois-ci on va s'attarder sur The Mutants of X de Monsieur Skullfungus, dont on a parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne, donc qui est un jeu de rôle post-apocalyptique qui propose de jouer des mutants qui vont explorer les jungles luxuriantes mais dangereuses de X. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un jeu OSR? Donc un jeu OSR, c'est un jeu qu'on dit old school renaissance. Ça va être old school parce qu'on va chercher à retrouver une certaine sensation qu'on avait dans des vieux jeux de type on ne gagne pas de l'expérience en tuant le monstre, on gagne de l'expérience en ouvrant le coffre. Généralement ça va être des jeux qui sont volontairement déséquilibrés, et donc il va falloir que le joueur soit plus malin ou plus chanceux s'il veut avoir une chance de s'en tirer. C'est une expérience de jeu qui est un petit peu à part, c'est souvent des jeux qui sont quand même de type donjon, sauf que on va avoir un aspect là où je pense que qu'on arrive dans de l'alternatif, c'est que étant donné que les combats sont complètement déséquilibrés et que le jeu est prévu comme ça, il va falloir faire soi-même la démarche de, on va dire, créer de l'environnement, créer une façon maligne de s'en sortir, de contourner le problème, et du coup c'est là où on va vraiment sortir du carcan classique où tout est écrit dans un donjon généralement. Et donc là on va commencer à dire bon ben je vais essayer de casser des tuyaux, je vais essayer de faire des trucs, même si les choses n'ont pas été énoncées clairement par le maître de jeu avant. Il est normal dans un jeu OSR d'essayer d'inventer de l'environnement de façon à pouvoir s'en tirer et créer des solutions à des problèmes. Moi j'ai un peu pratiqué l'OSR à travers différents jeux. J'ai pas joué à celui que tu as cité, mais j'ai joué à quelques-uns. Ça m'a tellement plu que j'ai fait un jeu basé sur les principes OSR, donc sans caractéristiques, sans compétences. Je trouve que ce que tu cites aussi, c'est le player skill, c'est-à-dire centrer vraiment le défi sur bien écouter le meneur, bien écouter ses descriptions, essayer d'anticiper les pièges, faire des descriptions soi-même pour mobiliser les éléments de la fiction, qui est une manière assez originale finalement de jouer par rapport à ce qu'il fait plus habituellement.
Il y a un truc que je trouve très intéressant dans le débat qu'on a d'ailleurs au sujet de l'OSR, je viens d'y penser maintenant, c'est que finalement c'est assez paradoxal, on pourrait penser, parce que old school, renaissance, il y a un côté, on joue comme aux origines, mais ça semble très bizarre de qualifier d'alternatif le truc qui est à l'origine de notre média. On aurait envie de dire, bah non, c'est la base de la base, donc ça peut pas être alternatif. Bah, quelque part si, dans le sens où, vu que les normes se transforment, la norme actuelle, elle est pas comme à l'ancienne, c'est-à-dire la norme actuellement, c'est pas de jouer en player skill, c'est pas de mobiliser les éléments que tu as cités. Donc en fait, quand on revient à quelque chose qui se faisait avant mais qui ne se fait plus habituellement aujourd'hui, pour moi, dans la définition qu'on a évoquée, c'est alternatif, c'est-à-dire que ça sort de la norme actuelle du jeu de rôle. Donc c'est aussi une manière de montrer que les normes évoluent et que du coup, ce qui est alternatif évolue. Quelque chose qui était normal avant est en fait à l'heure actuelle devenu alternatif par transformation. Je dirais également une chose qui a évolué sur les OSR comparé au vrai old school, c'est que généralement c'est des jeux qui sont prévus pour être vraiment fast play. Il va y avoir 4 pages en tout et pour tout, fiches de personnages comprises, premier donjon inclus. Voilà, c'est des jeux qui se veulent très très faciles à prendre en main. C'est presque du fun immédiat. Chose que sur le old school on avait quand même des bons gros pavés, chose qu'on n'a plus. Oui, je pense que c'est une vérité sur beaucoup d'old school renaissance, même si c'est pas le cas pour tous. Mais généralement, on veut quand même des systèmes qui sont plutôt simples et vraiment fast play, facile à comprendre, facile à jouer. Petite question subsidiaire, est-ce que les jeux OSR sont destinés à tout type de joueurs, étant donné que tu as fait appel au player skill, alors que c'est des jeux qui sont quand même très accessibles de base? Ça marche très bien avec les enfants, pour le coup. Dans le sens où justement le côté light et le côté player skill est un truc qui est... J'ai la sensation que c'est beaucoup plus intuitif que passer par des caractéristiques en fait. Y a presque pas besoin de système, quoi. C'est très freeform finalement l'OSR. Donc je trouve ça accessible pour cette raison. Maintenant, le player skill, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose de complètement, comment dire, à différents niveaux de difficulté. C'est-à-dire que on peut présenter des problèmes de manière très claire et avoir quelques petites solutions qui sont pas évidentes mais assez simples à trouver. Et en fait, le player skill, il existe, mais il n'est pas du tout complexe, quoi. Et on peut faire des donjons qui sont ultra compliqués. Il y a des exemples, bon, je suis pas expert de ça, mais il y a des exemples de donjons à l'ancienne qui sont redoutables. Et si t'as pas checké 3 fois toutes les dalles et que t'as pas pensé au plafond et en même temps les lianes mangeuses d'hommes et tout, tu peux pas t'en sortir vivant. C'est impossible. Donc, je pense que le player skill, c'est simplement un feeling de jeu, mais que ça dépend. C'est pas vraiment un truc qui est moins accessible, peut-être plus dans le sens où c'est plus freeform pour le coup. Je vais rajouter quand même aussi un petit truc que je trouve sympa sur l'OSR. Vu que le jeu se veut très létal, généralement il conseille de ne pas s'embêter avec le BG de son personnage et au contraire de le construire au fur et à mesure de l'histoire, étant donné que ce qui est important c'est ce qu'il a réussi à faire et ce à quoi il a réussi à survivre et pas ses copains. Donc de ce côté-là, je trouve que ça peut être assez sympa déjà parce que ça peut faire des bons souvenirs. Parce que autant on peut se rappeler du BG de son personnage, mais là forcément il est écrit au fur et à mesure de notre aventure et sur les hauts faits de l'aventure. Et ça peut permettre aussi un petit peu de facilité pour les personnes qui ne sont pas habituées à écrire des BG et des choses comme ça. Il y a une question très intéressante dans le chat sur l'élitisme. Est-ce que vous trouvez que l'OSR c'est élitiste ? Alors je pense pas du tout. Ça reste du jeu de rôle alternatif, c'est du jeu de rôle autrement. Ça peut faire un très bon point de départ, à mon avis. Ensuite, ça va dépendre un peu du type de joueur. Si on est clairement des joueurs qui m'ont bien lancé des dés, qui m'ont bien peut-être résoudre un peu des puzzles, mais aussi faire des sessions qui sont généralement courtes et qu'on n'est pas trop attaché à l'histoire de son personnage et que s'il meurt c'est pas grave, on va plus s'amuser sur de l'OSR. Après, oui, c'est sûr que si on a une grosse préférence pour des jeux comme Damnés pour ne pas citer, avec des gros BG sur tous les personnages, des connexions dans tous les sens, ça sera bien sûr un peu moins notre tasse de thé. Mais pour moi, les OSR, ça reste une expérience qui est fun à jouer, qui est simple à mettre en place et à comprendre. Et je me dis qu'au pire, de toute façon, un mauvais OSR, on a perdu 2 heures de sa vie, on s'en remettra. C'est pas trop grave. Et au pire, on aura inventé des stratégies complètement débiles pour passer des pièges qui n'avaient aucun sens et qui n'avaient pas besoin d'être passés.
Sachant en plus que la majorité des jeux SR sont soit gratuits, soit disponibles pour 1 ou 2 euros. On peut pas dire que ce soit de ce côté-là aussi, parce que mine de rien, ça a quand même son importance, que ce soit élitiste. Moi, je pense pas que ce soit élitiste pour les joueurs, tu vois, c'est pas très compliqué en termes de système. En fait, pour moi, c'est aussi élitiste qu'un jeu, qu'un Monopoly, tu vois, c'est-à-dire, il y a des gagnants, des perdants, faut essayer de jouer un peu tactique, et puis, si on n'est pas très bon pour jouer tactique, on a plus de chances de perdre. C'est élitiste comme un jeu de plateau, quoi. Par contre, du point de vue du meneur, c'est un peu plus dur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'improvisation, il faut rebondir. Le jeu t'aide pas, quoi. Il y a un côté ruling not rules, quoi. Il faut arbitrer un peu dans l'instant. Et d'un autre côté, c'est cool pour les joueurs parce que du coup, le jeu s'adapte pas mal aux joueurs en live. Mais je pense que pour le meneur, c'est pas simple. C'est pas simple, faut un petit peu de bouteille, je crois. C'est qu'il faut pas avoir peur de tuer les joueurs, et ça peut être quelque chose qu'on a peur que ce soit mal pris. Alors que là, c'est vraiment dépendant du jeu, on n'a pas le choix. Tu t'attaques à un truc qui est 500 fois plus fort que toi, ça ne passera pas. Ça passera jamais. Mais ça après, voilà, c'est, on va dire, peut-être un autre état d'esprit. Et en tout cas, mais je pense que si tout le monde est au courant dès le départ sur quoi on va, ça devrait bien se passer. Le mode de publication aussi est assez original. Souvent, c'est effectivement un jeu en une page ou quelques pages. Ça, c'est pour le coup pas habituel, quoi. Mais je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est vrai que ce truc, moi, le jeu alternatif venu du passé, je trouve ça assez super riche, en fait, quoi. Super créatif. On va passer à l'excellent Lady Blackbird de John Harper. Donc Lady Blackbird, on va dire que c'est surtout un setting. Donc on va jouer Lady Blackbird et les gens qui l'accompagnent, qui cherchent à fuir un mariage arrangé avec le comte Carlo. Elle a pour ça engagé un navire céleste, la Chouette, pour l'emmener loin de son palais sur la terre impériale d'Ilzium, vers les cieux lointains des vestiges, et ainsi elle pourra rejoindre celui qui fut son amant secret, le roi pirate, Uriah Flint. Alors oui, là je vous en ai dit beaucoup, mais c'est à peu près... le maître de jeu a à peu près autant d'informations que ça pour l'intégralité du jeu. Et ça en fait déjà une de ses particularités. C'est un jeu typiquement qui va se jouer sur deux choses. Jouer pour voir ce qui va se passer, et également qui va avoir besoin par contre que les joueurs mettent du leur. Ça, heureusement, on a les fiches de personnages qui sont très très bien pensées. Le jeu va se faire de l'interaction entre les différents joueurs et très peu des interférences du maître de jeu. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu. Qu'avez-vous à dire sur Lady Blackbird ? Ce qui est chouette dans Lady Blackbird, je vais commencer par là peut-être, pour dire que le dispositif de jeu est très classique dans le sens où il y a MJ qui contrôle l'univers, il y a les joueurs qui ont chacun leur personnage. D'ailleurs, leurs personnages sont des prétirés dans le jeu. Alors, comme tu l'as dit, le jeu est assez court, hein, il fait 20 pages, peut-être 25 pages. Je crois qu'il fait moins cassé, que ça. quoi. Je crois qu'il fait, il fait même moins que ça. 12 pages, dont 8 de feuilles de personnages. Voilà. Et en fait, tout est concentré dans les archétypes des personnages, qui sont donc des archétypes très forts. Il y a l'amant secret, il y a l'ancien impérialiste, etc. Et en fait, tout se joue sur la connexion que les personnages ont entre eux. Et donc, ces moments-là sont mécanisés, en fait. Et je pense que c'est les prémices un petit peu... Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de mettre des mécaniques sur des moments intéressants qu'on a envie de voir, en jeu, quoi. Dans les règles, par exemple, tu vas chaque archétype a des mots-clés sur ce qu'il sait faire. Donc, si tu utilises ces mots-clés en jeu, lorsque tu interprètes ton personnage et que tu utilises ces mots-clés-là, tu vas avoir des bonus, tu vas avoir des dés en plus et tout. Et tu as une réserve de dés qui va se recharger lorsque tu vas faire des scènes où tu vas mettre en jeu les relations. Donc ça fait très drama. Et donc voilà, on mécanise vraiment le truc qu'on a envie de voir en jeu, c'est-à-dire les relations et des personnages flamboyants, etc. Et le deuxième truc aussi très intéressant dans le dispositif, c'est que le MJ est certes responsable de l'univers, on va dire décrit l'univers, mais il peut aller poser des questions aux joueurs, en particulier aux joueurs qui jouent un certain type de personnage. Toi qui joues l'ancien
je sais pas, à l'ancien impérial, comment sont les soldats dans l'Empire? Est-ce que tu peux nous décrire leur tenue? Et donc là, du coup, tu fais un ping-pong, au lieu que ça soit le MJ qui est tout un univers super mastoc, et ben on va déléguer ces responsabilités-là aux joueurs. Donc c'est vraiment 2 points, je trouve, qui sont particulièrement forts dans le jeu et qui fait que on sort effectivement de la norme, quoi. Et du coup, je trouve que ça va ouvrir le chemin vers le sujet qu'on a après, c'est-à-dire les PBTA, les jeux Forged in the Dark, etc., qui ont un peu cette même philosophie où on va venir mettre des mécaniques aux endroits qu'on veut voir entrer en jeu, quoi. Qu'on veut voir en jeu. Et le MJ, certes est MJ, mais il va aller poser des questions et tout. C'est un mode de fonctionnement qu'on ne retrouve pas dans le jeu de rôle traditionnel. C'est vrai que c'est très particulier à maîtriser. D'ailleurs, sur la version française, c'est également fourni une aide de jeu pour vous expliquer comment maîtriser sur Lady Blackbird, qui est 3 fois plus épaisse que le jeu en lui-même. Étant donné que ça va être un jeu il va vraiment, en fait, il est nécessaire pour que le jeu fonctionne, que le maître de jeu pose des questions aux joueurs et pose surtout des questions sur le ressenti de leur personnage, parce qu'il y a énormément de tensions dans cet univers. Comme on a dit, déjà on a une princesse qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui est en fuite, on a un amant caché, on a des choses comme ça. Donc forcément il va y avoir des différents enjeux qui seront au niveau des personnages, et donc il faut absolument faire la démarche de poser aux joueurs comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il y a ces 2 personnages qui se rapprochent, comment au final leurs actions sont presque mis en second plan comparé à leur relation. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude, même s'il y a des jeux qui l'illustrent très très bien. Enfin, disons que leurs actions sont mises au second plan lorsqu'ils ne sont pas le reflet de ce qu'ils ressentent profondément, quoi. Parce que c'est quand même des jeux qui mettent en avant l'action, mais l'action pour avoir une signification forte dans une relation, quoi. Genre prendre la défense de la personne que je déteste parce que blablabla, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de moments où, en tout cas dans Lady Blackbird, il y a beaucoup de moments où les personnages sont vraiment en mode flamboyant, quoi. Il y a ce truc qui va revenir, qui est le jouer pour voir ce qui va se passer. Ça, je pense que c'est à la fois une pratique de jeu et un élément des ouvrages, dans le sens où c'est quelque chose que les jeux vont vraiment encourager, vont vraiment supporter. Et Lady Blackbird en fait vraiment partie. Et c'est vraiment pour moi un élément très alternatif qui transforme vraiment la pratique, quoi. C'est presque un coup à prendre. On en a parlé la dernière fois, je crois. J'arrête d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. J'essaye même pas d'imaginer un scénario ou des situations. Je joue vraiment dans l'instant. Je réagis au tac à ce qui se passe. Et juste, on avance et on voit, quoi. Et certains jeux prennent le parti de faire ça vraiment à fond, comme Lady Blackbird. Et pour moi, ça c'est, j'ai envie de dire, un des shifts principaux en ce qui me concerne, du tradi vers l'alternatif, qui conserve beaucoup des éléments tradis, c'est-à-dire un meneur, des joueurs, un univers fantastique si vous voulez, de l'aventure et tout. Mais on peut passer complètement de l'un à l'autre avec cette caractéristique qui va transformer l'expérience de jeu massivement, je trouve, en tout cas. Alors après, du coup, ça, c'est une mécanique qu'on retrouve, qui est au cœur du système propulsé par l'Apocalypse, de jouer pour voir ce qui se passe, que ce soit sur sa première version Apocalypse ou sur ses dérivés de type Dungeon World. Donc, est-ce qu'on peut considérer que les propulsés par l'Apocalypse sont des alternatifs, étant donné que... Alors oui, on reste quand même sur une préparation qui est très faible. Après, on a des archétypes qui sont quand même très très définis. On a des situations, des possibilités d'action qui sont limitées, surtout dans les propulsés par l'Apocalypse, où au final notre personnage ne peut faire que les actions prévues par le jeu, enfin les manœuvres prévues par le jeu. Du coup, quelle serait la position des propulsés par l'Apocalypse selon vous ? Il faudrait peut-être juste redéfinir un peu ce que c'est, parce que là on se lance tout de suite dans le truc, mais peut-être juste, je sais pas si tout le monde connaît les jeux propulsés par l'Apocalypse ici. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les jeux propulsés par l'Apocalypse, donc c'est un système de jeu. Donc le but va être de jouer pour voir ce qui se passe. Donc chaque joueur va avoir des playbooks, ce qu'on appelle, donc ça va être des archétypes prédéfinis qui auront accès à certaines capacités. Ces capacités sont fixes, qui seront donc l'intégralité des choses que le joueur pourra faire.
Et là où par contre le jeu va se distinguer, c'est que le joueur va pouvoir adapter à sa sauce la façon dont il va utiliser cette aptitude. Pour reprendre un exemple, on a sur Monster of the Week, qui est un jeu de type Supernatural, X-Files, Buffy contre les vampires, les choses comme ça. On arrive sur une scène de crime et on veut savoir ce qui s'est passé. On va faire un jet de dés pour savoir ce qui s'est passé. Le résultat du jet de dés va nous dire la qualité de ce qu'on arrive à trouver, s'il y a des complications, des choses comme ça. Mais par contre, on est totalement libre de la façon dont on va faire cette recherche, même si on n'a qu'un seul jet de dés. On peut très bien dire, en fait, Dexter, c'est une série qui a été inspirée sur ma vie, donc je vais regarder les taches de sang et je vais pouvoir faire la chronologie complète de ce qui s'est passé. On peut très bien dire, je vais aller frapper sur la porte du voisin parce que quand on est rentré, j'ai bien vu qu'il regardait à l'œilleton, donc je suis sûr qu'il a vu quelque chose. On peut dire que je vais lancer un sort, voyager dans le temps et voir ce qui s'est passé en direct. Ça va être au joueur de créer l'histoire, de créer le moment, et au final on a juste une mécanique simple pour dire lance 2 dés, on verra le résultat, mais c'est toi qui a besoin de créer l'histoire est centrée sur le personnage. Et donc voilà grosso modo comment marche un propulsé par l'apocalypse. On a souvent les personnages, une situation de base, et ils vont la résoudre peu importe comment. C'est pas vraiment... Le but va être de raconter une bonne histoire et pas de réussir le scénario, s'ils veulent le réussir. Ouais, voilà. Effectivement, il n'y a pas de scénario. Et ce que je trouve très intéressant dans les propulsés par l'apocalypse, c'est que, en fait, ce sont les joueurs, enfin les personnages, qui sont l'impulsion de l'histoire de par leur playbook et leurs moves, en fait. Chaque archétype a un certain nombre de moves, et quand tu déclenches ce move, tu crées de l'histoire, en fait. Et du coup, en fait, on mécanise un peu à la manière de Lady Blackbird, on va mécaniser les trucs qu'on veut voir au cours de la partie. Et donc, voilà, on met un move là-dessus et boum, on le déclenche et ça crée de l'histoire. C'est vraiment c'est la continuité de on joue pour voir ce qui va se passer. Ça, je trouve ça assez cool. Et donc, du coup, voilà. Alors encore une fois, c'est un petit peu particulier à maîtriser. Je vous déconseille de vous lancer là-dessus de but en blanc. N'hésitez pas, il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur des gens qui maîtrisent sur du propulsé par l'apocalypse. Allez jeter une oreille, ça leur fera des vues, ça leur fera plaisir sûrement. Et ne serait-ce que par curiosité. Il y a un élément que je trouve intéressant. Vous avez parlé aussi de... donc il n'y a pas de scénario, on joue pour voir ce qui va se passer. Il y a un élément assez diagnostique de ça, c'est que souvent dans les PBTA, on a du mal à finir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, donc en fait on se lance et ça rebondit et on joue pour voir ce qui va se passer et ça avance. Et l'idée c'est de se dire quand on a le sentiment que ça tend vers une sorte de conclusion, alors on peut en discuter et terminer la partie, mais il n'y a vraiment pas cette idée de campagne ou d'arc avec une fin et un boss de fin ou une résolution de situation. C'est vraiment... on voit ce qui se passe au jour le jour, on improvise, on avance. Ça, je trouve que c'est assez diagnostique de cette manière de jouer. Sinon, oui, tout ce que vous avez cité est pour moi très intéressant. J'ajouterais simplement pour finir que, un peu comme l'OSR ou Sombre ou Lady Blackbird, on est encore dans le créneau un MJ, des joueurs, une manière relativement mécanisée de résoudre les situations. Donc, ça tend vers l'alternatif. On est encore dans le soft là. Ça reste encore tranquillou. On va entrer dans le dur plus tard, pour le coup. On parle de libreté dans le chat. Donc libreté, c'est un jeu qui est propulsé par l'apocalypse. Mais il y a un twist qui fait qu'on rentre un peu plus dans le dur aussi, quoi. Avec cette mécanique de bille noire. Où en fait, dans Libreté, tu joues des enfants qui sont, ça, c'est un peu Sa Majesté des Mouches, le jeu de rôle propulsé par l'apocalypse. Et tu as une mécanique où tu vas prendre un jeton à chaque fois que tu as des ressentiments par rapport à ce qui se passe autour de toi. Et donc forcément, le fait de prendre un jeton de bille noire, ça a plein de significations qui font que on sort juste du move où c'est mécanisé, boum, tu rebondis sur l'histoire, etc. Là, tu vas aller, il y a du contextuel, quoi. Tu prends un jeton, ça veut dire des trucs, ça veut dire tu montres aux autres ce que ton personnage ressent, tu montres que ça en particulier c'est important pour toi, etc. Donc pour moi, Libreté c'est la marche au-dessus, enfin
la case du dessus, quoi, des PBTA dans le spectre de l'alternativité. Un petit mot très court aussi sur un dérivé du coup du système Apocalypse, le système Forge in the Dark, qui a été également fait par John Harper, donc qui a fait Lady Blackbird, qui marche un peu du même principe, sauf que cette fois-ci on va jouer, en tout cas sur l'origine Blade in the Dark, on va jouer un groupe de voleurs un peu à la Peaky Blinders, et donc cette fois-ci on va avoir plus de liberté, mais ça va être sur la planification, sur la création du scénario, parce qu'on va devoir en fait gérer un gang. Donc on retrouve beaucoup de choses qu'on trouve sur du propulsé par l'Apocalypse, donc de devoir jouer pour voir ce qui se passe, sauf que cette fois-ci on est peut-être même un cran encore plus large, étant donné qu'il va falloir qu'on rebondisse sur des infos, choisir comment on va procéder, choisir qu'est-ce qu'on va faire tout simplement. Donc c'est très très ouvert. Je vous conseille également de jeter un œil sur les jeux Forge in the Dark. Ça me fait penser, d'ailleurs, tu parles des jeux Forge in the Dark, et souvent les jeux alternatifs, les gens vont dire c'est des jeux très, très light, très freeform, où la mécanique n'est pas importante. Et pour le coup, pour moi, c'est pas nécessaire. Il y a des jeux effectivement pour lesquels la mécanique est très light et ça sert le propos du jeu, comme dans Sombre par exemple. Mais dans les Forge in the Dark, la mécanique est vraiment très présente, quoi. Ouais, on ne peut pas s'en passer, clairement. C'est clair, il y a plein d'éléments qui mécanisent des choses qu'on ne mécanise pas d'habitude en fait. Et donc il y a d'autres jeux comme Iron Sworn, qui est aussi un PBTA qui est très mécanisé. Il y a plusieurs pages de mécanique pour plein d'actions différentes et tout. Donc en fait, on peut être très alternatif et particulièrement mécanisé par ailleurs, quoi. C'est pas un signe pertinent pour le coup. Eh bien, on passe à notre sélection suivante, Demiurge de Frédéric Sintz. On va jouer des adolescents capables de modeler la matière, de contrôler les flux d'énergie ou de lire et modifier les pensées. C'est dans un monde où ceux qui possèdent un tel pouvoir sont craints, haïs ou admirés. Des autorités qui cherchent à profiter de leur puissance, jouant secrètement avec le feu. Des rêves à portée de main dans une existence si fragile au cœur de toutes les convoitises. Donc on va aller incarner des adolescents avec des pouvoirs de demi-dieux. En quoi c'est un jeu alternatif ? Et en quoi ça ne l'est pas ? En fait, dans le jeu, donc là on a parlé notamment des PBTA de Lady Blackbird, qui sont des jeux où il n'y a pas de préparation préalable, à la première partie en tout cas. Donc c'est vraiment, on se lance et on avance et tout, et on rebondit sur les situations, on pose des questions aux joueurs, tout ça. Je crois que dans les Forged in the Dark c'est pareil d'ailleurs. Enfin, je sais plus en fait. Mais dans l'idée, la création au départ dans les Forged in the Dark, elle est, je crois qu'il y a une séance où tu définis un peu les gangs qu'il y a autour, machin et tout. Ouais, mais il y a un joueur supplémentaire dans les Forged in the Dark qui est le gang en lui-même. Enfin, ou en tout cas le groupuscule dans lequel on est, et du coup les relations qu'on a avec les autres groupuscules. J'ai juste eu l'occasion de lire et pas d'y jouer, c'est pour ça. Mais merci de la précision. Alors dans Demiurge, en fait, pour le coup, il y a une préparation de partie. En fait, ça ressemble vraiment très fortement à un jeu de rôle tradi, pour le coup. Donc il y a des joueurs, il y a un meneur, il y a une préparation de partie. Mais il y a, à mon sens, deux différences qui sont vraiment très importantes. Donc déjà, la première, c'est que la mécanique de jeu n'est pas là pour résoudre des actions identifiées. C'est-à-dire, on n'est pas dans un jeu où tu as une compétence combat, une compétence magie, ou même comme dans les PBTA où tu as différents moves, comme par exemple agir face au danger, frapper quelqu'un, etc., etc. On a une sorte d'objet abstrait qui s'appelle la mécanique de résolution de conflits. Et en fait, on va s'intéresser vraiment à tous les conflits qui opposent des personnages. Donc c'est vraiment quand il y a une opposition entre des personnages, sauf quelques cas particuliers qui sont pas très importants dans le jeu, où on va, qui sont pas centraux, pardon, on va en fait mobiliser cette mécanique de conflit qui peut prendre plein de formes en fait. Et donc déjà dans la manière de se représenter, la façon d'utiliser les mécaniques, on est déjà dans quelque chose de très différent de la norme, parce qu'en fait, ça va complètement mettre l'accent sur ce qui nous semble être un conflit. Par exemple, si j'arrive, je sais pas, j'arrive dans une réunion avec différents alchimistes et autres démiurges qui sont présents, je peux vouloir faire un conflit simplement pour en imposer quelque part. Donner une sorte de... un peu comme le jet de style dans Anima, sauf que dans Anima, il y a une compétence style qui est déjà écrite et en fait on va jouer ça.
Et ben dans Démiurge, en fait, ce qui est un conflit est laissé un petit peu à la discrétion des gens qui jouent à ce jeu-là, dans ces parties-là, et qui vont pouvoir déterminer ce qui est important pour eux, pour leur personnage, et ce qui va être en conflit avec d'autres personnages. Ça, c'est le premier point qui, finalement, est un truc qui transforme notre manière d'appréhender le jeu. On n'est plus à se confronter à une résistance qui est un peu tout le temps la même, on est plutôt à statuer ce qui est important pour notre personnage. Il y a plein d'autres mécaniques de jeu qui sont du même ordre. Et le deuxième point, c'est surtout qu'en fait, les préparations de partie donc il y a une préparation de partie qui est très dense, qui prend du temps, qui est assez étoffée, mais qui est sous la forme d'un canevas, c'est-à-dire c'est une situation initiale problématique dans laquelle il y a plusieurs parties qui s'opposent, souvent autour d'une question philosophique liée à la démiurgie, donc, qui est ce pouvoir un peu à la Full Metal Alchemist, si vous voulez. Et le MJ prépare sa situation initiale de manière très dense, et ensuite on y met les joueurs, et là on joue pour voir ce qui va se passer, mais il y a une préparation très dense. Et donc il y a un petit peu un côté comme ça, on joue, on avance en impro, et la fin de la partie, on ne sait pas du tout dans quelle direction elle va aller, et justement on joue pour voir comment les joueurs vont se positionner vis-à-vis de cette préparation. C'est pas du tout la même chose que de se dire, ok, on va essayer de structurer des scènes par lesquelles les joueurs vont passer. Là, c'est vraiment plutôt une situation complexe, souvent dramatique, qui va faire émerger on ne sait quoi, mais on joue à l'intérieur de ça, et il y a plein de règles pour structurer cette forme de jeu-là. Donc voilà ce qui, pour moi, change beaucoup par rapport au jeu tradi de d'habitude, en tout cas. Donc au final, on n'est pas vraiment sur un scénario, on est plus sur essayer de faire basculer une situation bancale. Ouais, bah après tu as on a un expert de Dané ici en le nom de Simon Ly, son auteur, qui tu me diras Simon, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur le même créneau quoi quelque part. Il y a une préparation dense. Complètement, ouais. La préparation en canevas, elle est vraiment là pour non pas pour guider des joueurs vers un objectif, un lieu ou quelque chose comme ça. C'est simplement une carte de relation des liens que tu vas tendre parce que forcément c'est des liens qui vont être soit problématiques, soit dramatiques, etc. Et ensuite tu demandes au personnage et donc par l'intermédiaire du personnage au joueur de se positionner dans des situations qui sont complexes, quoi. Donc c'est vraiment ça le truc. C'est ça dans Démiurge et c'est ça dans Dané aussi. Et autant dans Démiurge que dans Dané, on met en place des règles pour guider la préparation, enfin pour poser un bon canevas qui va bien, quoi. Je pense pas que c'est quelque chose qui existe dans les jeux de rôle, on va dire traditionnels, où il n'y a pas de règles pour créer un scénario, quoi. Tu as quelques actual plays de Dané sur la chaîne de Angel Dodge jeu de rôle. Conseil vivement. Yes. Non, en fait, moi, je te conseillerais l'actual play qu'il y a sur la chaîne de Samuel Zitterman. Tout à fait. On va enchaîner sur un jeu de Monsieur Thomas Munier qui est Dragonfly Motel, donc qui est un jeu de rôle pour habiter des tranches de vie oniriques qui prennent leur source au motel Dragonfly, des voyages imprudents et d'introspection surréaliste. Chaque chambre conduit aux portes de l'étrangeté. Donc là, on est sur quelque chose déjà d'un petit peu encore plus alternatif de ce comparé à ce qu'on a pu voir précédemment. On est sur un jeu qui n'a pas besoin de meneur. On est sur un jeu qui incarne on va dire, 3 rôles distincts que chaque personne à table va devoir faire. Donc on va être quelque part meneur chacun à son tour parce qu'on va devoir décrire les scènes dans lesquelles on arrive de façon factuelle et pas du point de vue de son personnage. On va devoir être joueur parce qu'on va devoir jouer notre personnage, mais on va également devoir être spectateur car il y a une mécanique pour se mettre en retrait, se mettre en touche et pouvoir, on va dire, profiter de l'action. Donc je sais que ça a été une des volontés sur Dragonfly Motel. Et donc en fait Dragonfly Motel, ça va être le but, ça va être de raconter une histoire, de réussir dans cette histoire à intégrer des éléments qu'on a mis en place lors de la phase de création de personnages. Et pour ça, on va, si on le désire, partir sur du surréaliste et des choses comme ça. On peut également rester très terre à terre si on le souhaite.
Bref, c'est un jeu de narration partagée où le but va être de raconter une belle histoire, mais peut-être également de laisser libre l'imagination des joueurs parce normalement on n'arrive pas au bout de toutes les histoires dans une partie de Dragonfly Motel. On cite Dragonfly Motel, mais en fait, on pourrait citer une multitude de jeux qui s'éloignent formellement en fait de la tradition. Donc les jeux sans MJ, Freeform, sans D, enfin tu peux caler autant de qualificatifs que tu veux. Ça veut pas dire que tous ces jeux se ressemblent. Bon, on a décidé de parler de Dragonfly Motel, mais en fait, voilà, on parle de For the Queen, par exemple, dans le chat. Voilà, on est vraiment sur des fiascos, mais finalement, ouais, voilà. C'est ça. On a les sélections. Bon, il fallait nommer un fier représentant, mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça peut être très divers. Et donc, du coup, nous, on va parler de Dragonfly Motel, mais il y a plein d'autres manières de jouer sans MJ, par exemple. Et donc, le truc qui est très cool dans Dragonfly Motel, enfin, en tout cas, moi, je trouve qui sort en particulier, c'est effectivement, il n'y a pas de MJ, etc., mais il y a cette volonté de jouer surréaliste, et donc cette volonté de jouer le vertige logique, c'est-à-dire de jouer des scènes. Et en fait, on ne sait pas si c'est un flashback, si c'est un flash-forward, on ne sait pas où est-ce que ça se place dans le temps et dans l'espace. Et en fait, on construit le sens au fur et à mesure. Au moment où on raconte la fiction, on joue le jeu, on ne sait pas forcément où est-ce que ce pan de fiction va se caler dans le global, quoi. Et en fait, on crée du sens au fur et à mesure. Et peut-être même, moi, j'ai fait des parties de Dragonfly Motel où on crée le sens après la partie. Tu vois. Et pour moi, c'est le truc le plus jouissif de ce jeu-là, quoi. Ouais, les thématiques sont très originales. De toute manière, oui, effectivement, il y a une quantité de jeux sans MJ qui est très très grande. Alors, il y a un truc que ça m'a évoqué quand t'as cité le fait qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'on peut difficilement faire la liste ici. J'ai l'impression, on a parlé un petit peu du format la semaine dernière avec toi, Zap, tu nous disais, oui, est-ce que c'est des jeux qui sont faits pour être joués en 2 heures, 1 heure? Souvent, c'est des jeux qui sont plutôt faits pour être joués en 1 ou 2 heures, et c'est le cas de Dragonfly Motel. On peut y jouer 4 heures, bien sûr. Je pense que ça fait vraiment très long, une partie de 4 heures Dragonfly Motel. Il doit y en avoir, mais ça fait beaucoup. Et je pense qu'on peut y jouer 2, 3, 4, 5, 10 fois, mais c'est rare, en fait, que ce soit des jeux auxquels on peut jouer pendant plusieurs années de suite, toutes les semaines. J'ai l'impression qu'il y a un côté, étant donné leur format beaucoup plus court pour le coup, toute la créativité vient souvent des joueurs eux-mêmes, et il y a un renouvellement qui n'est pas aussi profond que peut l'être le renouvellement des jeux traditionnels, et des jeux qu'on a cités, notamment des Murges, les PBTA, ça on peut y jouer sur le beaucoup plus long terme pour le coup. En tout cas, le dispositif est pertinent. Et j'ai l'impression que la profusion des jeux comme ça sans meneur est aussi le reflet de ça, c'est-à-dire le reflet de on y joue, mais c'est un petit peu un côté jeu apéro, jeu détente, des jeux qui sont pas faits forcément. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'on va leur faire. Et je pense que c'est une critique qui est justifiée, mais qui est à replacer dans le contexte. C'est-à-dire que l'enjeu de ces jeux n'est pas tant de permettre d'y jouer 10 ans et d'aller en profondeur, mais plutôt de jouer très rapidement, souvent d'avoir une expérience de jeu très originale. Donc, ce qui est le cas de Dragonfly Motel, c'est très original, c'est très, j'ai envie de dire rafraîchissant, dans le sens, très alternatif dans l'expérience de jeu. Et l'objectif n'est vraiment pas de pouvoir tenir comme ça des années avec Dragonfly Motel. Je ne souhaite ça à personne. Faire des parties où tu sais jamais si t'es dans le passé, dans le présent ou quoi. Mais tu deviens fou, quoi. Tu deviens Thomas Munier et tu fais n'importe quoi. Big up à Thomas. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'est vrai qu'il me semble sur le livre des règles, c'est précisé que c'est des parties quand même prévues pour 1 demi-heure, quelque chose comme ça. Donc suivez les règles, soyez sages. Ne faites pas une partie de 4 heures, sinon vous risquez de vivre une expérience étrange et déroutante. Et on va parler de Happy. Happy de Gaël Sacré, également connu sous le nom de Maître Bois.
Donc c'est un jeu d'imagination entre relaxation et exploration de ses désirs. Un espace dans lequel vous allez pouvoir vous détendre et apprendre à profiter de chaque petit plaisir. C'est un jeu qui parle du présent, là, maintenant, ce que vous pouvez en tirer de meilleur. Si juste ça, c'est pas une intro déjà super feel good. Donc, qui veut nous parler de Happy ? Ben, déjà, alors pourquoi ça nous semble intéressant aussi de présenter Happy ici, c'est que, alors pour moi, c'est une des franges. On est tellement dans le pas normal, dans l'alternative, que j'aurais tendance à me dire, ça peut être pertinent de se poser la question, est-ce encore du jeu de rôle ? J'ai pas envie d'y répondre et je pense pas que la réponse soit vraiment très importante, mais c'est au moins pour dire que là, on est vraiment dans une expérience qui est très très bizarre par rapport au standard habituel du jeu de rôle classique. Déjà, juste Déjà, pour une petite c'est- parenthèse, c'est Ouais. pas un jeu solo. Ouais, c'est un jeu où on est tout seul à jouer, donc c'est pas solo dans le sens un meneur, un joueur. C'est, moi par exemple, je peux faire une partie de Happy, tout seul dans le métro, je ferme les yeux, je connais les règles, je m'en souviens, et hop, je fais une partie tout seul. Donc déjà, ça change beaucoup de ce à quoi on est habitué. Et il y a pas mal finalement de jeux qui se disent des jeux de rôle, qui sont des jeux solo, c'est-à-dire on est tout seul à jouer, donc il y en a une palanquée. Et je trouve ça très intéressant. Donc j'ai nommé tout à l'heure, enfin j'ai évoqué tout à l'heure le fait que on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est un jeu de rôle. En fait, je pense que replacer dans le débat des jeux alternatifs, on peut dire ouais, on peut appeler ça un jeu de rôle, sauf que c'est très différent sur plein de points des jeux traditionnels. Donc si on n'a pas envie d'appeler ça un jeu de rôle, c'est parce que c'est très éloigné des normes que sont les normes du jeu de rôle classique. C'est juste un jeu de rôle qui est très alternatif pour le coup. Donc voilà, Happy, alors aussi au niveau du format, donc c'est un format allongé qui fait, je pense, une vingtaine ou trentaine de pages. C'est des thématiques de... Alors je sais même pas s'il y a des histoires, si on peut parler d'histoire, c'est plutôt explorer des situations imaginaires sous certaines contraintes. Donc là, voilà, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment une histoire. Est-ce qu'il y a un personnage ? Parce qu'en fait, on peut s'imaginer son personnage, mais on peut aussi juste s'imaginer un contexte, un décor. Que dire voilà, je crois que ça ne coche absolument aucune case du jeu de rôle tradi, quoi, pour le coup. Faudrait regarder notre liste la dernière fois, mais je vois mal ce que ça pourrait cocher. Ouais, du coup, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Valentin, en fait, dans tout ce qu'on a présenté, là, dans tout le spectre de jeux qu'on a présenté, c'est tout à fait ok de dire que à partir d'un certain moment, nous perso, on considère plus ça comme du jeu de rôle. Alors, Valentin, il met la barre, Happy commence à se poser des questions. Moi, je peux comprendre que avant tu puisses t'en poser, tu vois. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on s'en fout de savoir si c'est un jeu de rôle ou pas. Appelez ça story game si ça vous fait plaisir. Et puis voilà, on balaye ça et on s'intéresse à ce qui est vraiment très cool dans les dispositifs de jeu, qui est bah voilà, jeu solo, feel good, et tu explores des situations, quoi. Et c'est vraiment très cool. Et donc il y a plein de jeux solo comme ça qui existent. Et en fait, ça va aller. Enfin, moi, je trouve que les jeux solo en général, ça va aller te chercher dans des endroits que tu n'aurais pas imaginé avant, quoi, avant de te lancer dans le jeu, quoi. Tu vas te trouver des ressources pour imaginer des trucs ou partir partir de manière structurée assez loin dans ton imaginaire, en fait. D'ailleurs, on nous a cité 2 jeux solo dans le chat tout à l'heure, The Beast et Après l'accident, qui sont des jeux solo. Et du coup, on nous a posé la question, est-ce qu'un jeu de solo est alternatif ou est-ce que certains jeux solo ne le sont pas ? Pour moi, c'est alternatif par nature, c'est-à-dire à partir du moment où tu appelles ça du jeu de rôle, c'est pas du jeu de rôle qui est dans la norme. Donc d'après la définition qu'on a proposée, hein, alors encore une fois, par rapport à cette définition qui est pour moi en tout cas très opérationnelle, c'est clairement alternatif si tu appelles ça encore du jeu de rôle, quoi. Ce que je suis prêt à faire, hein, totalement. Donc ouais, je pense que tous les jeux de rôle solo sont anormaux, c'est-à-dire tu vas tu peux faire le test, hein, tu vas en région PACA dans un village et dans lequel il peut y avoir une association de jeux de rôle. Tu leur dis voilà, je vous ai ramené un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle solo, et tu regardes les réactions. Ça peut être ça peut être un bon baromètre. Alors pourquoi la région PACA, n'importe quelle région de France fonctionne. Tu présentes ça comme un jeu de rôle, comme si c'était une évidence. Et s'il y a des gens qui sont étonnés, il y a de bonnes chances que tu puisses dire ok, ça s'écarte de la norme, au moins pour certains rôlistes, quoi.
Et je pense que tous les jeux solo check le test. Je suis assez d'accord sur ce point, surtout que... Alors même si on n'était pas d'accord là-dessus la semaine dernière, là, quand même il y a beaucoup de jeux solo qui vont être sur des thématiques très originales, et je pense quand même qu'il y a des thématiques qui sont plus alternatives que d'autres. Ou en tout cas, on peut se permettre de rentrer dans certaines thématiques qui ne sont pas mainstream. Et qui ne peuvent pas l'être. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a des thématiques très liées à l'intimité, par exemple, qui sont difficiles de partager avec, même avec d'autres gens que nous-mêmes. Hein. Et qui, justement, le jeu solo, c'est aussi un endroit pour explorer des thématiques qu'on n'oserait pas explorer avec d'autres personnes. Donc c'est bien pratique, quelque part. Un jeu qui peut aussi être lié à des fantasmes ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est très diversifié aussi, encore une fois, c'est une scène à part entière dans le... C'est une niche dans la niche de l'alternative, quoi. Je vous propose de faire un petit tour des jeux qu'on nous a mentionnés dans le chat. On nous demande notre avis sur Psyrun. Ouais, alors Psyrun, c'est un jeu de Megabaker Baker qui, oui, je crois que c'est ça. Alors pour le coup, ça ressemble pas mal à des PBTA. C'est-à-dire qu'on joue pour voir ce qui va se passer, il n'y a pas de préparation de partie, et on incarne des personnes qui ont des pouvoirs. Donc ça peut être télékinésie, la capacité de tripler de taille, ce genre de choses. C'est pas, les pouvoirs sont pas mécanisés, c'est-à-dire il n'y a pas des tableaux avec des pouvoirs chiffrés, etc. C'est plus freeform, quoi. On improvise les conséquences des pouvoirs. Et il y a un ensemble de... Il y a une mécanique de jeu qui fait que on va jeter un ensemble de dés, si je me rappelle bien, et ensuite on va devoir répartir les dés dans des jauges, et en fonction de la valeur des dés qu'on a répartis, on va pouvoir sauver certains trucs et abandonner d'autres trucs. Donc par exemple, je vais pouvoir avancer pour fuir, parce qu'en fait c'est une histoire de fuite, donc je vais pouvoir avancer pour fuir les gens qui veulent nous rattraper, mais en même temps je vais devoir tuer des civils. Peut-être que je vais mettre mes dés comme ça, ou alors je vais inverser, et bon, on sauve les civils, mais on se fait rattraper par les gens qui cherchent à nous choper. Et donc il y a toute cette mécanique qui du coup ne place pas l'enjeu sur est-ce que je réussis ou pas comme un jet de compétences classique, mais la mécanique déjà elle-même est assez alternative pour le coup, parce qu'elle est de cette forme qui t'impose en fait de faire des choix mécaniques par rapport à des enjeux qui sont ceux de ce jeu-là. Comme j'ai dit, il n'y a pas de scénario prévu à l'avance, il n'y a pas de préparation de partie. On joue pour voir ce qui va se passer. Donc c'est pour moi pas mal de cases qui sont cochées. C'est assez proche finalement de Lady Blackbird en enlevant le côté pré-tiré et en transformant un peu la mécanique, quoi. Mais c'est un peu le même feeling que j'ai en tout cas. Pour revenir brièvement sur les jeux solo, est-ce qu'on peut considérer les livres dont vous êtes le héros des jeux de rôle alternatifs ? Je trouve la question super intéressante parce que, en fait, je trouve qu'il y a deux questions. Il y a la question, est-ce qu'on peut considérer ça comme un jeu de rôle ? Et si oui, est-ce qu'on peut considérer ça comme un jeu de rôle alternatif ? Je sais pas trop si... Donc nous, on s'intéresse pas trop à la question de savoir qu'est-ce qu'est un jeu de rôle. Il faudrait encore une série de vidéos. Mais si on part du principe que c'en est, ça devient compliqué parce qu'en fait, j'ai absolument aucun chiffre en tête sur le succès en fait des livres dont vous êtes le héros par rapport aux jeux de rôle. À quel point, en fait, si jamais on inclut cette pratique-là, ça devient pas ça la norme, tu vois. Et que du coup, par construction, tout ce qui n'est pas, qui ne ressemble pas à un livre, je pense qu'il y a plus de rôlistes sur table que de lecteurs de livres dont vous êtes le héros. Peut-être que je me trompe. Mais si on part de ce postulat, j'aurais tendance à dire que du coup, bah oui, c'est une pratique alternative de jeu de rôle. Après, est-ce que ça devient un jeu sémantique là ? C'est-à-dire, je pense pas que les auteurs de livres dont vous êtes le héros revendiquent l'étiquette jeu de rôle. Et on est tellement éloigné de la forme classique qu'effectivement, c'est pas du jeu tradi, quoi, le livre dont vous êtes le héros. Donc par définition, si c'est du jeu de rôle, c'est du jeu de rôle alternatif. On nous demande aussi notre avis sur Desstart. En fait, si je ne m'abuse, c'est un jeu qui est calibré pour de l'initiation au jeu de rôle, où on va avoir un dé qui va justement évoluer pour faire toujours plus de critiques dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc ça, je crois que dans la boîte de base, c'est prévu pour être joué dans une dizaine d'univers totalement différents, du média fantastique, de la science-fiction, du contemporain, de tout ce qu'on veut. Et donc en fait, l'idée ça va être des parties courtes et explosives qui finissent de façon avec vraiment l'intensité des parties qui va évoluer au fur et à mesure. Enfin, l'intensité de la partie qui va évoluer au fur et à mesure. Est-ce que c'est un jeu alternatif ? Je dirais
pas spécialement. On reste quand même sur un postulat relativement classique. On a une mécanique qui bien sûr est un peu particulière, mais pour moi il penche quand même plus vers le traditionnel, surtout que c'est un jeu qui est au final calibré pour faire de la découverte de jeux de rôle. Donc c'est un peu... Je pense que ça fait partie du postulat de base d'être le plus proche possible du traditionnel. Ça m'évoque un truc là, ce que tu dis. J'ai l'impression que souvent en jeu de rôle, j'ai l'habitude de... Enfin, je m'intéresse beaucoup à la création de jeux de rôle et notamment aux créateurs de jeux de rôle. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de discuter avec eux. Et ce que je remarque la plupart du temps, c'est que les gens, les rôlistes en moyenne, vont trouver de l'originalité dans deux pools, principalement, l'univers et les mécaniques. En fait, les rôlistes, le plus habituellement, quand ils vont dire que leur jeu de rôle est très original, ça va être parce que l'univers est très original. Et donc, c'est vraiment en termes de world building, quoi. En fait, on joue des insectes sur une planète extraterrestre, et le temps est non linéaire, et je sais pas quoi, tu vois, là, tu vas faire, ok, l'univers est très original. Donc ça, c'est une voie pour aller vers quelque chose d'original, mais qui, à mon sens, n'est pas du tout alternatif. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de travail d'originalité, de construction d'originalité, ça va être dans quelque chose qui est finalement très dans la norme. Parce qu'en fait, c'est assez normal que d'avoir une collection d'univers comme ça, qui peuvent être tous très différents, certes, mais qui s'éloignent pas en fait de ce qui se fait structurellement dans le jeu de rôle, dans sa forme classique. Et l'autre, c'est les mécaniques, et souvent, ça va être des changements que je qualifierais, alors c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais tant pis, de à la marge. Dans le sens où, si jamais, par exemple, au lieu d'avoir un des 20, ajouter mes bonus de caractéristiques et de compétences que je compare à une difficulté, ce qui est la norme du jeu de rôle, on va dire, bah en fait, moi, ce que je fais, c'est que je lance un des 20 plus un des 12, et si le D12 fait plus que le D20, on garde le D12. Et on va nous dire, c'est une mécanique très originale. Là, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme le problème d'un univers très original. En fait, ça casse pas des normes, finalement, dans le sens où c'est une variation qui est contenue à l'intérieur de la norme générale qui est le jeu de rôle classique. Tout jeu de rôle, finalement, dans la forme classique, a une variation autour des univers de jeu et une variation autour d'une forme mécanique commune, avec des différences. Et pour moi, on peut être très classique et tout en proposant un univers original et un système de jeu qui n'a pas encore été vu, mais qui, somme toute, est dans les normes de ce qui est connu, ce qui n'est pas forcément un problème d'ailleurs. C'est plus une question de dispositif de jeu, en fait. Si tu as un MJ, des joueurs, et un écran, un scénario, un univers fourni, et tu vas faire de l'aventure, etc. Bon, bah, que tu lances un des 20 ou un des 100, enfin voilà. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Il y a des mécaniques comme ça qui sont à la marge, qui sont très cool, comme dans Meute, par exemple, où tu sais, t'as un pool de dés qui est pour tout le groupe. Et voilà, c'est des trucs voilà, qui changent pas structurellement le dispositif de jeu, mais qui sont très cool, quoi. Il y a un truc à ajouter aussi, je pense. Pourquoi est-ce qu'on a ce débat ? Parce qu'en fait, on pourrait dire, mais on s'en fiche, mais pourquoi qualifier d'alternatif, pas alternatif, et pourquoi préciser que ces jeux, pour nous, quand même, c'est pas si alternatif que ça. En fait, il y a un enjeu pour moi qui est crucial. Enfin, crucial, pas du tout, en fait, on s'en fiche, c'est pas très important, mais pour moi qui m'intéresse au jeu de rôle, c'est important. C'est de dire que quand voilà, Simon a parlé de dispositif, quand le dispositif est le même, ou ressemble beaucoup à un autre dispositif, eh bien on s'attend à ce que l'expérience de jeu soit très proche. C'est une manière de voir les choses, c'est-à-dire, ok, si jamais on fait voilà, du jeu de rôle classique, finalement on va avoir des expériences de jeu qui sont toutes proches. C'est pas les mêmes, elles sont différentes, il y a de la variation, il y a des sentiments, des expériences de jeu qui sont très différentes, mais pas tant que ça, dans certaines bornes. Donc en fait, quand on change l'univers de jeu, c'est un peu comme changer de carte postale, quoi. C'est changer le background, mais finalement l'expérience de jeu reste la même. Pareil, quand on change un petit peu les mécaniques de jeu, comme ajouter des dés de telle forme ou telle autre, faire une poule ou mettre un dé comme dans Death Start au milieu de la table qui va changer, finalement ça transforme pas l'expérience de jeu. Donc moi personnellement qui suis à la recherche d'expériences variées et de découverte d'expériences de jeu très différentes, bah, je me dis ok, si c'est un jeu classique, je sais déjà à peu près à quoi m'attendre. Donc pour moi il est là en fait l'enjeu. C'est plus un enjeu d'exploration, de découverte, d'innovation, d'exploration des limites de ce qu'est le jeu de rôle. Voilà pour moi quel est l'enjeu en tout cas.
L'enjeu est également sur quand tu arrives à une table de jeu en tant que joueur, ou quand tu es consommateur de jeux de rôle en tant qu'acheteur de jeux, quoi. Ne pas tromper entre guillemets tromper, sur la marchandise ou sur ce qu'on attend. Je trouve que c'est important. Alors forcément, ça nous oblige à mettre des étiquettes parfois. Mais pour répondre à la question de Mathieu là dans le chat, j'ai pas l'impression que c'est une question de spécialiste théoricien machin et tout. C'est une question de consommateur de jeux de rôle aussi quelque part. Et je pense qu'on s'éloigne du sujet. Un petit peu. Mais bon, je suis sûr qu'on peut avoir une réponse claire et nette en seulement une douzaine de vidéos. Ouais, la question de est-ce que savoir si c'est alternatif ou pas, un truc de spécialiste. Oui, mais bon, finalement c'est pas grave. Enfin, oui, je pense que c'est une question très spécialisée, quoi. Je pense pas qu'aux 20h, ils vont parler de ça et dire c'est bon, on a une définition de ce qu'est un jeu de rôle alternatif. Non, je pense que la majorité des Français s'en battent la race à très juste titre. Donc oui, c'est une question spécialiste. Néanmoins, dans la frange des gens qui s'intéressent au jeu de rôle, c'est une question qui peut être intéressante pour une partie des gens qui s'y intéressent, ouais. Qui sont donc spécialisés. Je vous propose d'essayer de se reconcentrer sur notre sujet, parce que là, j'ai l'impression qu'on a pas mal digressé. On nous demande de notre avis sur Macadabre. C'est ça. C'est très OSR-like. Ça a été énormément inspiré d'un jeu de Batro. Donc le jeu se veut extrêmement létal, sachant que le jeu d'origine était tellement létal que tu pouvais mourir en faisant un jet de discussion. Et ouais. Enfin bon, c'est un jeu dans la grande lignée des Batro. Celui-ci il est quand même moins létal. C'est un jeu qui est assez intéressant dans le sens où en fait les joueurs vont devoir se balader sur une carte du monde qui existe. Cette carte est chiffrée, case 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et en fait, le maître de jeu a uniquement une phrase qui va définir, te dire dans cette case, rencontre, forêt, caribou. Et à partir de là, il va devoir improviser l'intégralité de ce qui se passe, développer un petit peu sa version de l'univers, sa vision du jeu. Voilà, sinon ça reste effectivement beaucoup dans l'OSR au niveau des gameplay, des mécaniques, étant donné qu'on est des médecins pestes et que du coup il y a un taux de mortalité assez élevé, que ce soit du fait qu'il y ait une espèce de rage qui se balade dans les maladies et le fait qu'il y ait des maladies. Cependant, le jeu est prévu pour avoir une mécanique qui dit qu'il y a tous les médecins pestes se baladent avec des corbeaux qui vont envoyer des messages en continu, de façon à ce que si un joueur meurt, quelqu'un puisse venir le remplacer. Donc c'est presque du die and retry, sauf que c'est prévu vraiment dans la mécanique du jeu, plus que dans un OSR classique où on fait un donjon et puis y a tout le monde qui meurt, c'est pas grave, on fait un autre donjon. Là, il y a quand même cette volonté de voir continuer, d'arriver au bout de l'histoire et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces contrées. Donc moi déjà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est très très sympa. Est-ce que c'est de l'alternatif ? Je dirais plutôt, parce qu'on est encore une fois sur des mécaniques de jeu qui sont différentes, on est très proche de l'OSR, il y a beaucoup d'improvisation, même s'il y a au final qu'une seule campagne pour être jouée, la campagne va varier énormément en fonction des joueurs, de leurs décisions et de leur interprétation de ce qui se passe, et également bien sûr de l'inspiration du moment du MJ. Il est possible que quelque part sur internet il y ait une vidéo une première partie de ma campagne de Macadabre. Jeu suivant, Roll for Shoes. Je crois, je sais pas si c'est pas un troll ce jeu, je sais plus. Roll for Shoes dans le sens pour lasser tes chaussures, fais un jet, quoi. 2D. Je sais pas si c'est ça dans le chat. J'avais fait un jeu dans ce genre-là pour un copain qui nous faisait faire beaucoup trop le lancer de dés et qu'on avait appelé Life is Hard, où tu dois faire des jeux pour tout et n'importe quoi. Et le taux de difficulté je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est alternatif. Je pense qu'on pourrait dire que ça l'est un petit peu, puisqu'en fait ça va tellement dans un ça radicalise tellement ce côté faites des jets de dés pour résoudre des actions. Alors les actions, tu mets tout ce qui est tenté par le personnage, quoi. Je saurais pas tellement dire, dans le sens où je sais même pas si c'est quelque chose auquel on peut jouer. Je pense que c'est assez drôle. Je sais pas ce que t'en penses, Zab. C'est un jeu comique, quoi. C'est presque une satire de jeu de rôle. Je n'ai pas joué à Roll for Shoes, mais oui, moi j'ai énormément rigolé
En tout cas, si c'est sur le même principe, oui, enfin voilà, c'est des parties courtes pour. On va jouer l'absurde au final. Et c'est quelque chose non plus qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et juste ça, c'est sympa. Parce que c'est un petit peu aussi le principe des jeux alternatifs, d'offrir une expérience différente, encore une fois. Et donc tout ce qui nous permet vraiment de sortir de nos sentiers battus et de ranger nos épées brillantes et nos quêtes pour aller sauver la princesse et piller les donjons qui appartiennent sûrement à des gens qui n'ont rien demandé. On est vraiment que des sauvages dans les jeux de rôle. Bref, tout ça c'est quand même très sympa. Je pense qu'il serait bon de dire un mot quand même sur For the Queen, même si on l'a très très rapidement évoqué. C'est un jeu de rôle qui mérite à être connu. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site For the Drama. For the Queen, ça va être un jeu de rôle sans maître de jeu qui se joue autant qu'on veut. Et les règles sont très 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 simples. En fait, on va avoir une présentation rapide de l'univers, sachant qu'il y a énormément de jeux sur ce modèle. Et ensuite, chaque joueur va tirer une carte, et en fait, cette carte va lui poser une question, et on va devoir répondre au fur et à mesure à tout un tas de questions, créer l'univers et créer l'histoire, la narration, en piochant ces cartes. Ouais, ce qui est vraiment cool dans For the Queen et du coup tous les dérivés, c'est que le jeu tient sur un paquet de cartes, quoi. Donc t'arrives, tu te poses, tu mets le paquet de cartes au milieu, tu tires les cartes. Donc les premières cartes sont toujours des cartes d'instruction. Où on explique un peu le contexte, l'univers éventuellement, et la manière de se répartir la narration, la parole. Et ensuite, quand tu tires une carte, en général, c'est des questions qui sont orientées, ou des amorces qui sont orientées. Et quand tu tires ta carte, tu réponds à la question, et du coup, à toute la fiction qui émerge de ça. Et donc le site dérivé qui s'appelle For the Drama, du coup, je trouve encapsule très bien dans le nom, quoi. Toute la philosophie du truc, c'est que les questions, elles sont orientées pour aller faire du drama, quoi. Et ça, c'est très très cool. C'est vrai que ça fait partie des choses avec lesquelles je me balade régulièrement sur moi, mon set pour l'équipage, pour savoir qui sera le prochain capitaine du vaisseau pirate, donc qui marche sur le système de For the Queen. Yes, il est excellent ce jeu. Il marche très très bien. Et ça fait d'excellents jeux d'initiation, car on peut même y jouer en n'ayant jamais fait de jeu de rôle et sans avoir quelqu'un qui vous l'explique, parce que toutes les règles tiennent sur 2 cartes à jouer. Donc je vous conseille vraiment vivement de tenter votre chance et d'aller regarder, au moins jeter un œil. On peut même y jouer tout seul si on a envie pour comprendre la mécanique, même s'il y aura beaucoup moins de drama forcément. Alors on nous a posé une question un petit peu précédemment, on n'est plus dans l'analyse vraiment, mais je vous la relais quand même. Je ne connais pas beaucoup de jeux, donc j'ai pu en louper, mais je n'ai jamais vu de jeu de rôle avec évolution, sans level ni point d'XP. Du coup, est-ce que une mécanique où les personnages vont évoluer, mais sans une mécanique d'XP à proprement parler, sans level, est considérée comme alternatif? En fait, qu'est-ce qu'on entend par évoluer, en fait? Parce que tu peux évoluer psychologiquement, tu peux évoluer effectivement dans les aptitudes et les compétences que tu as. Donc ça, du coup, j'imagine que c'est la question qu'il y a derrière, sur ce que tu es capable de faire. Mais l'évolution, c'est assez large comme concept. Est-ce qu'il y a des précisions? Je t'avouerai, j'ai pas lu le chat à ce moment-là. Alors j'avoue que ça remonte à un certain temps, malheureusement, mais on peut espérer que ça revienne. Il y a au moins un jeu qui me vient en tête là. Je pense qu'il y en a plein en fait, des jeux qui font que le personnage change. Évoluer, est-ce que c'est s'améliorer ou est-ce que c'est se transformer? Ok. J'ai au moins un jeu qui me vient en tête dans lequel le personnage vraiment se transforme massivement. Et c'est un des plaisirs majeurs du jeu. Il n'y a pas de point d'XP ou de level. C'est un jeu qui s'appelle Polaris. Donc c'est un jeu alternatif dans lequel on va jouer à 4 exactement. Il y a des variantes, mais dans l'idéal, on joue à 4. Et on va jouer donc pas un chevalier. Donc il y a un joueur qui incarne un chevalier. En face de lui, c'est l'adversité. Donc c'est comme si c'était un meneur qui n'incarne que les trucs pas cool qui lui tombent dessus.
À sa droite, il a quelqu'un qui incarne ses relations sociales intimes, ses proches, et à sa gauche, ses relations sociales hiérarchiques, ses collègues. Et donc, c'est comme ça un jeu où c'est comme s'il y avait 3 meneurs et un joueur, et on joue, et quand on a joué 10 minutes, un quart d'heure, on fait un quart de tour. C'est-à-dire que le rôle du chevalier passe à mon voisin de gauche, moi je prends le rôle de celui qui était à ma droite, et en fait il joue un autre personnage, le sien. Et ensuite on retourne d'un quart de tour, ce qui fait que je vais jouer l'adversité du type qui jouait l'adversité quand moi je jouais le chevalier. Ce qui fait que comme ça on se renvoie la balle, et on s'envoie des crasses. C'est excellent, jouez-y. Et donc, dans ce jeu, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une mécanique de pari. C'est-à-dire, on dit, moi je suis prêt, enfin, ce que je fais, c'est que j'arrive et je tranche la tête du démon. Et le type en face, qui est censé jouer notre adversité, va nous dire un truc comme, ok, tu peux trancher la tête du démon, mais seulement si en le faisant, tu oublies tous tes souvenirs de ta fille chérie. Et là, le joueur, il fait, ah là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Alors, il dit, ok, d'accord, il va surenchérir, il peut dire, d'accord, j'oublie tous les souvenirs de ma fille, mais le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est la certitude que rien ne lui arrivera jamais et qu'elle ne mourra pas à la guerre. Et là, le démon, par exemple, peut encore renchérir ou dire, ok, qu'il en soit ainsi, et on continue comme ça. En fait, avec cette mécanique, ce qui se passe, c'est qu'on négocie des choses sur le personnage. Donc là, si on dit, il en fut ainsi, eh bien, non seulement le personnage est un héros de guerre puisqu'il a tué le roi des démons en face de lui, mais en plus, il devient amnésique, et en plus, sa fille, il sait qu'elle sera sauf et qu'elle ne sera pas atteinte par la guerre. Peut-être que ça va arriver ou pas, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui a été acté. Bien, et ben là, le personnage a énormément changé. Il va continuer, il va revenir en héros de guerre, on va jouer la scène dramatique entre lui et sa fille qu'il a complètement oubliée, et on va continuer, il va encore tenter d'avoir des choses qui va quémander auprès du personnage qui joue l'adversité, il va y avoir des surenchères, etc., etc. Donc là, il y a vraiment de la comment dire, de l'évolution, quoi, qui est très très forte, qui se ressent vraiment beaucoup sans XP, et c'est très alternatif pour le coup Polaris, parce qu'il y a plein de choses, d'autres que j'ai pas encore citées, mais que j'ai pas à citer, mais qui s'éloignent beaucoup du jeu rôle tradi. Voilà pour un exemple, je pense qu'il y en a plein d'autres. Est-ce que on a encore un jeu dont vous voudriez parler, peut-être qui vous est venu lors de cette soirée, ou est-ce qu'on conclut là pour ce soir sur notre démonstration par l'exemple de, à notre avis, qu'est-ce que c'est que le jeu alternatif? Moi, il n'y a pas forcément. De toute façon, on pourrait, On peut faire un live de passer, 24 heures, là. Hein. Y aller. Ouais, il y a de la ressource. Bah, ouais, si on fait vraiment le listing de tous les jeux qu'on juge alternatifs, déjà, on en a pour un bout de temps. J'ajouterais quand même un point. J'ai l'impression que c'est un peu pour, comment dire, alors, on a parlé de spectre, c'est pour continuer la discussion qu'on avait eue la dernière fois. Donc, on a parlé de spectre entre tradi et alternatif. Je pense qu'il faut pas voir ça comme quelque chose de linéaire, et qu'on pourrait placer les jeux comme ça, du moins alternatif au plus alternatif, du plus tradi au plus alternatif, parce qu'en fait, moi je vois ça beaucoup plus comme quelque chose qui explose dans plein de dimensions. Je vois ça en au moins 3 dimensions, si ce n'est énormément. En fait, il y a plein de manières de partir, de s'éloigner de la norme, quoi. Donc en fait, c'est difficile de dire qu'un jeu est plus alternatif qu'un autre, ou ce genre de qualification, parce qu'en fait, y a pas, c'est pareil, on peut pas les ranger sur un axe et puis mettre une coupure en disant à partir de là c'est plus le cas, parce qu'en fait vu que ça part dans toutes les dimensions, il y a des jeux en fait qui sont alternatifs, étant donné que c'est une non-catégorie. Je pense qu'il y a des jeux alternatifs qui n'ont quasiment rien à voir entre eux, tandis que les jeux de rôle classiques ont beaucoup de choses à voir entre eux. Donc, faudrait pas penser que les jeux de rôle alternatifs, c'est un ensemble de trucs qui se ressemblent. C'est un peu la conclusion que j'aurais à donner ici. C'est aussi ce que je voulais exprimer à travers ces différents exemples. C'est pas une boîte de choses qui se ressemblent entre eux. C'est plutôt plein de choses très différentes qui, en fait, proposent des alternatives aux jeux de rôle classiques. Je pense que quand quelqu'un vient me voir et me dit « Moi, je joue à des jeux de rôle alternatifs », en fait, je sais pas exactement à quoi il joue. La seule chose que j'entends, c'est moi, je joue à des jeux de rôle qui s'éloignent des normes du jeu de rôle classique. Parce qu'en fait, je ne sais rien de plus que ça, quelque part, si vous voulez. Donc, dire qu'on n'aime pas les jeux de rôle alternatifs, pour moi, c'est bizarre, c'est un peu antinomique, c'est dire je n'aime que le jeu de rôle classique. Alors, ça peut être le cas, hein, bien sûr. On peut dire, moi, j'aime que le jeu de rôle classique et toutes les alternatives, aucune ne me convient.
ce que j'entends parfaitement bien. Mais ça ne qualifie pas un ensemble de jeux pour lesquels on pourrait exprimer des propriétés. Donc voilà, c'était un petit peu pour replacer le débat dans ces termes. On nous demande notre avis sur Hurlement. Eh bien, Hurlement, je connais un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des... C'est un précurseur sur pas mal de points. Alors, c'est difficile à dire parce que moi, j'ai été joueur et je n'ai pas lu le livre de règles. Et j'ai le sentiment que c'est un jeu qui nécessite un peu de faire sa cuisine du côté du meneur de jeu. Donc c'est un jeu avec un meneur de jeu. Alors dans ma partie, mais je sais même pas si c'est canon dans le jeu, je me suis réveillé, mon personnage était amnésique, et je suis allé dans une caravane de sorte de saltimbanque qui parcourait l'Europe au cours du Moyen-Âge. Et c'était très... comment dire, il n'y a pas de scénario, quoi. J'avançais, on tâtonnait, puis j'ai rejoint les autres personnages du groupe. Je vous en dis pas plus parce que c'est un jeu à secret. J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de choses très originales, mais je pourrais pas tellement en parler. C'est un petit peu une sorte de, comment dire, de jeu un peu d'initiation, quoi. D'initiation pas au sens initiation au jeu de rôle, mais au sens un peu mystique, quoi. Donc, Rite initiatique. je pourrais pas tellement plus en dire parce que j'en connais pas moi-même beaucoup plus que ça. Alors d'ailleurs, moi, ça me fait penser à un autre jeu très très orienté rite initiatique que je pense quand même qu'il mériterait qu'on y touche deux mots. Je sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Les Larmes du Soleil. C'est un jeu où tous les joueurs vont incarner le même personnage. Donc ne serait-ce que ça, on est déjà sur quelque chose de très alternatif. Donc on va interpréter un poète qui va rencontrer des signes et on va devoir du coup créer la narration par rapport à ces signes que l'on a découverts. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Si vous connaissez bien sûr. Ouais. On nous demande de vendre notre soupe, là, c'est pas facile. Ah, moi je peux le faire. Ok, vas-y, vends la soupe. Donc bien sûr, pour ceux qui la soupe, en l'auraient fait. deviné, c'est un jeu de Monsieur Simon Lee et de Valentin. Ouais. Plus Simon que moi d'ailleurs, mais il y a un truc qui... je pense que c'est intéressant que tu parles de ça finalement, parce que là il y a un côté, qu'est-ce qui se passe dans la tête des auteurs quand ils font un jeu alternatif? Et en fait, faut repasser un tout petit peu dans le contexte. Donc c'est un jeu dont on a conçu les bases de jeu à l'occasion d'une émission d'un blog qui s'appelle Trop long pas lu, qui propose des jeux courts, des jeux en une page. Et Julien Poire nous avait proposé en 20 minutes, enregistrer un podcast où on où on construit en fait un jeu sous contrainte. Et donc les contraintes, c'était qu'on voulait un jeu symboliste dans lequel l'écrit est important. Et donc on a discuté avec Simon de savoir comment est-ce qu'on peut construire un jeu qui est pertinent pour répondre au thème à travers cette contrainte qui est l'écrit est important. Et là où ça devient, je pense, intéressant par rapport à notre thème, c'est que je crois pas, Simon, tu me diras, mais je crois pas qu'en fait c'était presque une évidence, mais pour moi, je me suis dit, ok, est-ce qu'on peut faire un jeu tradi symboliste, c'est-à-dire qui fait marcher des symboles et pour lequel l'écrit est important. Pour moi, je me suis dit, c'est peut-être possible, mais ça va demander beaucoup de travail et c'est pas du tout sûr que ce soit vraiment pertinent. Par contre, si on ne donne pas de meneur de jeu, si on place le jeu avec des symboles écrits qui sont en fait les moyens de résoudre les problèmes, etc., etc. Donc en fait, c'était plein de manières de répondre à la contrainte et de faire un jeu sur une certaine thématique qui nous a fait mobiliser des outils et des éléments de design qui sont alternatifs. Donc je sais pas ce que t'en penses Simon, mais pour moi c'était pas dans l'idée du tout de me dire on va pas faire un jeu tradi parce que ça nous plaît pas, mais c'est plutôt pour faire un jeu comme ça, sous ces contraintes-là, pour répondre à cet enjeu-là, le plus simple c'était de faire des trucs qui effectivement étaient très éloignés de la norme et qui donc ont donné un jeu alternatif, quoi. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'essayer de proposer une expérience de jeu. Et donc l'expérience qu'on propose, c'est du coup dans le dispositif de jeu, tout le monde joue le même personnage et tout le monde a l'autorité sur les décors, les autres personnages, etc. Et donc on raconte l'histoire de ce voyageur et en fait toute la fiction va
dire, est basé sur la manière dont les joueurs interprètent des signes, des symboles qu'on va tirer dans un deck de cartes, en fait. Et donc, voilà, on s'est dit le meilleur moyen pour répondre à la contrainte, pour proposer cette expérience où en fait tous ensemble on va essayer de déchiffrer des symboles, et ben c'était de partir sur ce dispositif de jeu là. Mais je pense que ça serait cool aussi qu'on parle de la manière de faire des jeux dans un autre podcast. Mais voilà quoi. Effectivement, je pense que, mais c'est vrai pour beaucoup de jeux alternatifs, les gens font pas des jeux alternatifs pour faire des jeux alternatifs quoi. C'est précisément pour répondre à certaines contraintes ou pour faire passer une vision ou des expériences de jeu, quoi. Il y a encore un jeu que j'aimerais bien parler, c'est Perdu sous la pluie de Vivien Féasson. Bien façon. C'est ça, merci. Donc qui a comme énorme particularité d'être, j'ai envie de dire, joueur contre joueur, qui n'est pas un jeu joyeux du tout, avec une mécanique au final avec plusieurs MJ en même temps contre un joueur. Parce que ouais, c'est encore une fois on est sur quelque chose de très en dehors de la norme. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots, parce que je pense que lui aussi mérite qu'on Ça va même plus s'attarde loin là. que ça, c'est que à la base c'est effectivement joueur, enfin on joue des enfants qui sont perdus sous la pluie et on doit échapper aux monstres aux sirènes de l'averse. Enfin c'est des monstres qui sont dans la pluie et tout. Mais en fait ça va plus loin que je veux que mon personnage réussisse à s'échapper et pas les autres. Il y a aussi une mécanique où tu peux sauver quelqu'un en lui donnant ton jeton, quoi. Donc tu peux comme tout le monde joue son personnage et peut faire des crasses aux autres, mais tu peux aussi essayer d'attirer la tendresse un peu de quelqu'un pour qu'il vienne te sauver. Enfin, c'est des dynamiques qui sont très très complexes sur un jeu qui en plus dans le format est très très simple. C'est un jeu au format carré, je crois, genre très livre pour enfants, quoi, de je sais plus, peut-être une vingtaine de pages, quoi. Et d'ailleurs c'est encore du coup entre guillemets un jeu de rôle sans meneur, en tout cas sans meneur unique, et qui, Ouais, tout à fait, ouais. qui va explorer vraiment. C'est du jeu de rôle, c'est sûr et certain, mais on est sur quelque chose de très alternatif à mon sens. J'espère qu'on aura réussi un petit peu à piquer votre curiosité, à vous donner envie d'essayer des choses, essayer d'explorer un petit peu les jeux alternatifs. Sachez que de nombreux de ces jeux sont disponibles en participation libre, voire gratuitement. Sinon, les autres sont généralement assez peu chers, donc n'hésitez pas. Et est-ce que vous avez un mot de la fin ? Pour moi, merci beaucoup à vous deux et puis à tous les gens qui nous ont écoutés. Voilà, tout simplement. Et puis n'hésitez pas, comme on l'a dit, je crois la dernière fois, à passer sur les courants alternatifs pour les réclamations. Ouais, si vous savez pas par où commencer pour jouer à des jeux alternatifs, contactez les auteurs et venez sur les courants alternatifs. Eh bien, je pense que tout ce qui devait être dit est dit. Merci encore une fois à vous deux. Merci à tous ceux dans le chat ce soir. Vous avez été exceptionnels. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain atelier jeu de rôle. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Salut.